Il est 8h, tout pile. 6h, 9h, votre matinale info avec Pierre de Villeneuve. 8h, le journal. Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une ce matin. La décision est prise, l'homéopathie ne sera plus remboursée d'ici 2021. Confirmation de la ministre Agnès Buzyn ce matin dans Le Parisien. Tempête diplomatique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donald Trump n'a pas du tout digéré les critiques de l'ambassadeur à Washington. Et puis Luc Besson joue son va-tout avec la sortie aujourd'hui de son dernier film Anna. Mathieu Charrier l'a vu pour nous. Europe 1. Direction les Champs-Élysées d'abord, où comme tous les matins à l'aube depuis lundi, on prépare activement les cérémonies du 14 juillet. Vous les entendez déjà. Certains auront l'honneur de défiler pour la première fois, comme ces jeunes qui font en ce moment leur service civique. Claudia Bertram, vous avez pu les suivre. Oui, et pour ces 15 jeunes en service civique, la préparation est intense depuis le début de la semaine. Levés à 4h30 ce matin pour s'entraîner, apprendre à manier le drapeau français, savoir où et comment se placer. Et Soraya, l'une des volontaires en service civique depuis 8 mois, est plutôt à l'aise au milieu des officiers, des légionnaires et des différents détachements. On se sent plutôt à l'aise ici, les gens sont accueillants et puis on connaît notre mission, on sait ce qu'on va devoir faire et on s'entraîne tous les matins pour ça. Donc c'est pour ça qu'on se lève le matin. Pour la finale, on déploie le drapeau et on le tient pendant la Marseillaise, que nous allons chanter également, et pendant le discours de Monsieur le Président. Ils composeront le tableau final donc avec des jeunes du service national universel. Coré est l'un des plus jeunes volontaires en service civique. Il a 18 ans et il est ému de pouvoir participer au défilé. C'est une grosse fierté et c'est une occasion qu'on n'aura qu'une fois dans notre vie. Donc il y a un peu de pression parce qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur le jour du 14 juillet. Donc c'est pour ça qu'on se lève tôt pour s'entraîner. Pour l'instant c'est un peu impressionnant. Mais j'ai hâte d'être dimanche. Voilà, ces jeunes feront donc partie des quelques 4300 personnes qui vont défiler dimanche. Claudia Bertram en direct des Champs-Élysées, où les répétitions vont se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Les petites granules blanches font partie de notre vie quotidienne, mais ont-elles vraiment une utilité ? Oui, la question reste ouverte, mais le gouvernement a pris sa décision. L'homéopathie ne sera plus remboursée. Agnès Buzyn l'annonce ce matin dans le journal Le Parisien, expliquant qu'elle suit l'avis de la Haute Autorité de Santé. Sur Europe 1, tout à l'heure, la directrice des laboratoires Boiron parlait d'un choc et n'excluait pas de devoir supprimer au moins 1 millier d'emplois. Le déremboursement, il ne sera pas immédiat. Mélanie Gomez, il va se faire en 2 temps. Et oui, d'abord, dès janvier 2020, le taux de remboursement actuel de 30% pour les médicaments homéopathiques va passer à 15%. Et puis ensuite, au 1er janvier 2021, cette fois, ces traitements ne seront plus du tout pris en charge par l'assurance maladie. Alors évidemment, ce déremboursement, au départ, c'est une mesure qui risque d'être impopulaire auprès des millions de Français qui l'utilisent, mais il faut quand même ramener ça à la réalité du terrain. En fait, ça ne devrait pas peser trop lourd sur leur budget de soins. Il faut savoir que la somme moyenne d'homéopathie remboursée par patient en France est de seulement 18 € par an. Donc franchement, je ne pense pas que ça change grand-chose pour les adeptes de cette médecine douce. Il faudra juste désormais qu'ils sortent ces 18 € annuels de leur poche. Alors voilà pour les patients. En revanche, pour les professionnels, c'est un gros coup de massue. Et oui, c'est clair que pour les 20 000 médecins homéopathes, ça va être compliqué. Déjà, en déremboursant les traitements qu'ils prescrivent tous les jours, leur crédibilité en prend un coup. Et puis pour eux, ce n'est pas fini. L'Ordre des médecins va décider en octobre prochain du maintien ou non du droit au titre de médecin homéopathe qui leur permet aujourd'hui de se revendiquer sur leur plaque de cette orientation. Ensuite, les médecins homéopathes risquent aussi de devenir bientôt une espèce en voie de disparition, car même dans les universités de médecine, on s'interroge. Plusieurs doyens ont déjà décidé de suspendre ou même d'arrêter le DU, le diplôme universitaire d'homéopathie, dès la rentrée prochaine. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Oui, il y a quelques minutes, la réaction, en effet, vous le disiez, Hélène Zélani, de Valérie Lorenz-Poinceau, la directrice générale des laboratoires Boiron, qui va peut-être devoir licencier 1 millier de personnes et qui d'ailleurs remet en cause cette décision de la Haute Autorité de Santé. Je lui ai posé la question de savoir si c'était le lobby des médicaments. La question reste en suspens, mais en tout cas, voilà, la question est posée et elle en appelle au président Macron. C'est aussi un sujet qui fâche, Hélène. L'écotaxe pour financer les infrastructures de transport. Oui, la route et l'aérien vont devoir mettre la main à la poche avec à la fois une taxe sur les billets d'avion l'an prochain. Pour les vols décollant depuis la France, ce sera entre 1,50 € et 18 € par billet. Et puis, pour le gazole des poids lourds, l'avantage fiscal réduit de 2 centimes par litre. Pourquoi pas, sur le principe, même si cette tonalité verte est assez subite, selon le député écologiste François-Michel Lambert, proche de Nicolas Hulot. Ce qui pose problème, c'est surtout la méthode.
Ça sonne effectivement la politique gribouille, l'urgence de reprendre la main sur l'écologie, soi-disant l'écologie du quotidien, un mot inventé, sur la méthode de la taxe carburant sur les camions ou que ce soit la taxe sur les billets d'avion. Les acteurs économiques le découvrent le matin en ouvrant leur radio. Il est urgent qu'il y ait un changement de méthode et même à un moment donné, certains gouvernements devront assumer de leur façon de fonctionner. Le député François-Michel Lambert au micro Europe 1 d'Adrien Beck notait aussi qu'aujourd'hui la loi anti-gaspillage sera au menu du Conseil des ministres. Il s'agit de réduire les déchets et d'améliorer le recyclage. Europe 1, il est 8h05. Le Rassemblement national et ses alliés espèrent bien obtenir des postes à responsabilité au Parlement européen. Oui, étant donné leur poids dans le nouvel hémicycle, ce devrait être possible, sauf que les autres familles politiques ne l'entendent pas de cette oreille et veulent faire barrage cet après-midi lors des votes. À Bruxelles, Isabelle Horry. Avec ses 73 élus, la droite nationaliste peut prétendre présider 2 commissions importantes au Parlement européen, les affaires juridiques et l'agriculture. Inimaginable pour les autres partis, de l'extrême gauche à la droite classique, ils se sont donc unis pour présenter d'autres candidats et établir une forme de cordon sanitaire autour des alliés de Marine Le Pen. Éric Andrieux est le vice-président du groupe social-démocrate. Lorsque je vois comment ils ont utilisé l'argent public réservé à travailler avec des assistants parlementaires à des seules fins de l'organisation de leur appareil politique, oui, j'émets des grands doutes sur leur capacité à gérer la destinée de l'Union européenne. C'est une rupture assumée avec la pratique de répartition des postes entre les familles politiques, ce que dénonce l'élu Rassemblement national Thierry Mariani. On est dans ce que j'appelle un comportement totalitaire. Si vous pensez certaines choses, y compris si vous êtes à l'extrême gauche, on peut vous donner des responsabilités. Si vous osez remettre en cause le fonctionnement des institutions, alors là, vous êtes bon à le laisser aux chiens. Pour la dédiabolisation, c'est raté, mais les nationalistes peuvent aussi pointer qu'ils sont désormais la seule véritable opposition au niveau européen. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1. Et on écoutera notamment là-dessus, d'ici une dizaine de minutes, la secrétaire d'État aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin, qui est notre invitée. L'inquiétude des salariés de Conforama une semaine après l'annonce d'un plan social qui prévoit la suppression de 1900 postes. Ils viennent d'apprendre que le directeur général du groupe était débarqué. Ils n'en connaissent pas les raisons. Le Parisien évoque ce matin un plan caché pour vendre Conforama à la découpe. La suite du journal avec Hélène Zélani. Et quand Donald Trump s'énerve, en général, ça se passe sur Twitter. Oui, là, le président américain se déchaîne contre l'ambassadeur britannique à Washington, Kim Darroch, coupable de l'avoir qualifié d'instable et d'incompétent dans des câbles diplomatiques secrets dévoilés le week-end dernier. Donald Trump traite l'ambassadeur d'imbécile prétentieux et de type très stupide. Il critique également Theresa May, qui a soutenu l'ambassadeur, voilà, qui est assez mal vu à Londres, on imagine, Anaïs Cordoba. Pour le ministre des Affaires étrangères britannique, c'est le tweet de trop. Le prudent et policé Jeremy Hunt est sorti de ses gonds après les dernières insultes de Donald Trump hier. Sur Twitter, il lâche au président américain « Je vais parler franchement comme le font les amis, vos commentaires sont irrespectueux envers ma première ministre et mon pays. » Le ton est poli, mais provenant du patron de la diplomatie britannique, le message est virulent envers l'allié américain. Adversaire de Boris Johnson dans la course au 10 Downing Street, Jeremy Hunt réaffirme son soutien à l'ambassadeur britannique un peu plus tard lors d'un débat télévisé, tandis que Boris Johnson, lui, refuse de dire s'il le garderait à son poste. Je ne m'aventurerai pas à le garantir, et c'est moi seul qui décidera de qui nommer à un poste aussi important et sensible politiquement que celui d'ambassadeur britannique à Washington. Londres a ouvert une enquête pour déterminer l'origine de la fuite diplomatique. Selon la presse britannique, elle pourrait très probablement venir de membres du gouvernement pro-Brexit souhaitant la nomination d'un ambassadeur eurosceptique à Washington. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. De la réalité à la fiction, et parfois on se demande si ça se mélange pas. On parle au cinéma avec la sortie aujourd'hui du dernier Luc Besson, ça s'appelle Anna. Oui, le réalisateur joue très gros après l'échec de son précédent film Valérian, notamment aux États-Unis. Sa société EuropaCorp va mal. Il est visé par des accusations d'agression sexuelle. Mathieu Charrier, vous avez vu ce film Anna. Vous en avez pensé quoi ? Disons-le tout de suite, Anna n'est pas le plus grand film de Luc Besson, loin de là. Mais il faut bien reconnaître qu'on y prend quand même un petit plaisir coupable. Certes, l'histoire a déjà été vue 1000 fois, en pleine guerre froide, une très belle espionne russe infiltrée, trahie à tour de bras. C'est une femme dans une autre femme. Dans une autre femme. Mais c'est finalement ce que Luc Besson fait de mieux, ces films bourrés de courses-poursuites, de cascades, de fusillades et surtout de rebondissements. Le réalisateur explique qu'il a voulu revenir à l'essentiel. Je sortais juste en fait de Valérian. Il y avait 3700 plans avec des effets spéciaux. Et là, d'un seul coup, il n'y a pas d'effets spéciaux.
Il y a que des acteurs. Et vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à retrouver un peu ce goût de la mise en scène et de l'acting et de la direction d'acteurs. Si on se plonge dans la filmographie de Besson, Anna serait une sorte de mélange entre Nikita et Léon. Pourtant, le film déjà sorti aux États-Unis y a essuyé des critiques très négatives, certains journalistes dressant même un fâcheux parallèle entre cette espionne manipulée par des hommes et les accusations qui visent le réalisateur. Aux États-Unis, Anna est déjà un échec commercial. Sa sortie européenne est donc cruciale pour Luc Besson et sa société EuropaCorp. Mathieu Charrier.